françaisdanslemonde.fr. Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur françaisdanslemonde.fr. françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Frédéric Guiral de As. On va parler chaussons. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Eh oui, parce qu'on va partir dans la capitale du chausson en France. À une époque, jusqu'à 50 millions de paires étaient fabriquées par an. On part en Dordogne, dans le Périgord. On part dans l'entreprise Sodopac. Alors, je vous raconte un tout petit peu. Mon invité a dû faire peur aux salariés de l'entreprise. L'entreprise a été reprise il y a 1 an à peu près. Les 3 repreneurs ont vécu et vivent encore à l'étranger. Xavier à Taïwan, Hervé pendant 15 années à Hong Kong. Aujourd'hui, il est revenu en France au niveau de l'entreprise. Et mon invité, lui, a vécu 30 ans à Hong Kong, à Shanghai et à Pékin. Sa famille vit au Japon. Et pourtant, il reste fier de fabriquer des chaussons français. C'est une bonne introduction, Frédéric ? C'est parfait, merci Gauthier, c'est tout à fait ça, absolument. Alors on va d'abord parler un petit peu de toi. Alors faut dire qu'aussi t'as cherché les solutions pour partir à l'étranger. T'es originaire de Paris, assez jeune, tu pars à Hong Kong pour faire une coopération, ce qu'on appelle aujourd'hui le VIE. Tu pars pour 16 mois et ça a duré 30 ans. 30 ans, je suis pas rentré, je suis resté comme beaucoup de jeunes, je suis parti avec l'objectif de faire mes 16 mois et puis finalement on en rencontre beaucoup des Français comme ça qui sont partis soit avec le sac à dos, soit sur une première mission et qui sont tombés amoureux du pays dans lequel ils se sont installés ou du style de vie des Français de l'étranger en général et qui sont restés. Donc avec mes 30 ou 33 ans sur le monde chinois et puis aujourd'hui ma famille au Japon et mes allers-retours vers le Japon où je suis finalement basé puisque j'y suis la plupart du temps, j'ai jamais vraiment décroché et je suis rentré en Dordogne pour cette belle aventure avec Airplume. Ouais. Mais Frédéric, si mes informations sont bonnes, tu n'es pas tombé amoureux que de l'Asie, tu es aussi tombé amoureux d'une japonaise, hein, ce qui aide beaucoup. Oui, alors ça aide. Alors, quand on tombe amoureux sur place, on tombe généralement amoureux de son compagne, de sa compagne, son compagnon. Et nous nous sommes mariés à Hong Kong il y a 25 ans. Nous avons eu 4 filles qui sont toutes nées sur place et qui sont aujourd'hui aux 4 coins du monde. Ouais. Alors, vous avez décidé de vous délocaliser de Shanghai dans la période Covid qui a été, on va le dire, un peu difficile dans cette zone du monde. Oui, c'était très dur. Hein. Je me souviens être rentré en février 2020. J'étais parti en vacances avec ma fille. Et le lendemain, on devait rentrer à l'école. Et le lendemain, on nous a dit non, c'est fini. Pas d'école, pas de bureau, plus rien. Donc, on s'est retrouvé bloqué à la maison. Et de là, c'est devenu mal en pis. Alors, comme beaucoup de familles, on s'est retrouvés séparés. Notre grande fille est partie étudier à Londres. On n'a pas pu la voir pendant 1 an, pour 1 an et demi pour ma femme. Alors, c'était plus dur pour certains que pour d'autres. Mais c'est vrai que la Chine, au moment du Covid, c'était un pays un petit peu... C'est surprenant. Il y avait beaucoup d'interdictions non dites, plus les interdictions formelles. Donc, on savait jamais vraiment sur quel pied danser. Et il y a un moment, on a décidé de partir 2 ans et demi après, quoi. Alors, on va parler économie, on va parler d'une société qui s'appelle Sodopac, une vieille entreprise française que vous avez repris donc il y a 1 an. Comme je le disais en chapeau d'introduction, les 3 repreneurs ont vécu une vie à l'international. Honnêtement, Frédéric, quand vous avez repris l'entreprise franco-française qui fabrique des chaussons et quand on a vu votre parcours, on s'est dit, oh là là, alors, cette usine-là, on va la délocaliser, elle va partir en Asie, elle va partir au Bangladesh, honnêtement. Oui, alors les gens du bureau, c'est une petite entreprise, on est 50 avec une petite partie au bureau, nous ont demandé de nous présenter. Donc j'ai défilé mon curriculum vitae, ils m'ont regardé avec des yeux un petit peu surpris et ils m'ont dit mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Et j'ai dû effectivement leur garantir ou les rassurer sur le fait que ce qui nous intéressait, la force de l'entreprise, c'est le Made in France. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu un coup de fil des renseignements généraux de la préfecture qui m'ont demandé à me voir et alors je leur dis mais vous avez peur de quoi, que je délocalise l'entreprise? Et ils m'ont dit bah écoutez, on a regardé votre profil en effet. Donc on arrivait comme des grands méchants loups, c'est vrai. Cela dit, on va pas tourner autour du pot. Les années 80-90, il y a eu un vrai mouvement, on a délocalisé, les entreprises, les industries ont fermé, ça a coûté moins cher, la qualité grosso modo a baissé, l'environnement on s'en foutait. C'est vrai qu'il y avait cette tentation de pouvoir imaginer que vous feriez ça de l'entreprise.
Oui, et faudrait peut-être vous donner deux chiffres. Dans les années 80, on fabriquait 50 millions de paires de pantoufles en France. Aujourd'hui, le marché, c'est 40 millions de paires de pantoufles et 4 millions fabriquées en France. Donc, on est passé de 50 millions à 4 millions en 30 ans. Et là, il y a un double effet qui est que les producteurs français à l'époque ont été chercher des meilleures marges en allant sourcer soit dans le Maghreb, soit en Chine, et que l'ouverture de la Chine, l'OMC et la baisse des quotas, en fait, ont produit un effet accélérateur. Et donc, aujourd'hui, nous sommes 9 à fabriquer des chaussons en France. Il y a 9 entreprises sur des technologies différentes qui fabriquent ces 4 millions de paires. Nous, la Sodopac, avec la marque Airplume, on est probablement le plus gros en termes de volume. On fait à peu près 600 000 paires par an. Mais c'est une industrie qui est partie pratiquement totalement, et on se bat, un petit peu le village d'Astérix, on se bat pour faire en sorte que les survivants se développent et puissent grossir et puissent croître de façon à ce qu'on passe de 10% du marché à 12%, 15% du marché français. Comment on peut expliquer que cette région du Périgord soit la capitale du chausson? Comment c'est quoi? C'est historique? Pourquoi? Je comprends pas. Oui. C'est historique. Alors, il y a plusieurs facteurs, mais il y a effectivement des grandes forêts, il y a du bétail, donc ça a amené du cuir, et il y a des rivières froides. Donc tout ça a fait qu'il y a eu de l'industrie autour du fer, autour de la papeterie, autour de des uniformes pour la marine. Quand la marine royale de Louis XIV a été faite à La Rochelle, les uniformes ont été fabriqués en Charente. Et en fait, le chausson, c'est une belle histoire, c'est un produit de rebut. C'est de l'économie circulaire. Mais il y a 200 ans. C'est-à-dire qu'on a repris les déchets des uniformes qu'on a utilisés pour mettre dans les sabots, pour être plus confortable en hiver. Et à partir de là, une industrie s'est créée autour de ce produit. La première charentaise s'est faite, sur laquelle on mettait donc une semelle en feutre, donc des rebuts de papier et des papeteries. Et pendant des années, donc les uns et les autres ont fait de l'émulsion de création de petits ateliers, de petites entreprises. Donc quelqu'un qui travaille dans une entreprise un peu développée, un peu importante, rentrait chez lui, faisait de la couture, créait son petit atelier. Et dans le Nontronais, à Nontron aujourd'hui c'est 2200 habitants, mais il y a eu jusqu'à 150 fabricants de chaussons. Il y a des sociétés qui ont eu jusqu'à 1200 employés dans la pantoufle, dans la région tout de même. Donc c'était effectivement historiquement le cœur du chausson. Alors, Airplume, aujourd'hui, que vous avez donc repris il y a 1 an, garde complètement sa production en France. Pas question de délocaliser, bien au contraire. Clairement, aujourd'hui, quand on regarde la situation, c'est un vrai travail de se réindustrialiser en France, et c'est un point sur lequel vous vous donnez un point d'honneur à fixer ce cap. Oui, alors je pense que la raison pour laquelle on est toujours là, c'est le fait qu'on ait une semelle absolument innovante qui a été brevetée et qui a été développée pendant des années par un des précédents propriétaires, qui est brevetée et qui s'appelle la semelle Airflex, et qui est composée de 55% de bulles d'air extrêmement légères, antidérapantes, lavables en machine. Donc l'innovation nous a permis de survivre, et l'innovation nous permettra de continuer à croître. Ça, j'y crois énormément. Et l'innovation aujourd'hui, ça viendra pour nous par un pan important sur la RSE, c'est-à-dire de quelle façon est-ce qu'on arrive à se démarquer sur tous les sujets environnementaux, de recyclage notamment, et d'économie circulaire à terme. Donc ça, c'est vraiment un point important pour nous par le futur. Et puis l'innovation sur le produit, sur laquelle on travaille énormément, sur le produit, sur la marque et sur les réseaux de distribution, ce qui n'est pas nécessairement dans l'ADN des fabricants de chaussons, mais pour nous qui venons d'un univers un petit peu différent, l'innovation en termes de marketing, en termes de produits et en termes de réseau d'innovation, de distribution, seront vraiment ce qui nous permettra de nous différencier et de croître. Mais alors, on va prendre un exemple concret. Quand on se dit qu'on peut au quotidien apporter sa contribution à un meilleur respect de l'environnement, quand on achète un chausson pas cher, qui est fabriqué loin dans une usine qui n'a pas de normes écologiques, ça par exemple, le fait que ça soit produit en France, ça sécurise que vous allez respecter l'environnement. Par exemple, c'est un exemple concret de quand on achète sa paire de pantoufles, on aide la planète à mieux fonctionner. Un produit fabriqué en France suit des règles extrêmement strictes, à la fois des règles sociales et des règles environnementales. Donc en France, on a les usines les plus propres du monde, en tout cas comme ailleurs dans les pays développés en Europe.
vous n'avez pas une usine en France qui sort des fumées noires de ses cheminées et qui renvoie des produits verts ou des produits violets dans les rivières avec des poissons radioactifs. Donc on a des usines qui sont très propres, sur lesquelles en permanence on avance et on s'améliore sur la qualité des entrants, sur le traitement des sortants, sur la réduction des déchets et sur, encore une fois, la récupération des déchets et des produits finis, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents du grand import, puisque, vous l'avez dit, j'ai vécu 30 ans en Chine, en grande Chine, je les connais, les usines. Donc, il y en a quand même certaines qui sont en très bon état, très bien développées. Vous avez quand même des usines qui sont malheureusement, qui datent du 19e siècle et qui s'occupent absolument pas des sujets environnementaux. Et puis, vous avez le sujet social qui est important aussi. C'est pas seulement la paix des salariés, c'est un point important. Combien est-ce qu'on paye les employés dans une entreprise? C'est aussi la façon dont on les fait travailler. On les respecte, les horaires, les choses comme ça. Donc la concurrence se fait sur ces deux pans, et quand vous achetez un produit qui est fabriqué en France, vous savez par définition qu'on suit un certain nombre de règles auxquelles on adhère quand on vit en France. Et ça s'applique dans beaucoup d'autres domaines que le chausson, pour le coup. Tous les domaines industriels en France. Ouais. Alors Frédéric, avec Xavier et Hervé, vous êtes 3 expats et ex-expats à piloter l'entreprise. Est-ce que justement quand on est français expatrié, on est plus français et plus fier d'être français que lorsqu'on y vit? Question théorique, vous avez 3 minutes. Je pense que tous les expatriés sont passés par la même phase. Ils sont partis, ils ont découvert le pays d'accueil, ils se sont dit c'est beaucoup mieux que la France, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Et au bout d'un certain temps, ils se sont un petit peu raccommodés avec la France en se disant finalement c'est pas si mal, et pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de prendre le meilleur des deux mondes, en admettant tout de même et reconnaissant que la France a énormément d'avantages patrimoniaux, gustatifs, culinaire, industriel et autres. Donc quand on arrive effectivement ici, on a une vision un peu différente des choses. On a une vision très communautaire et ouverte, parce que je pense que les communautés d'expatriés à l'international sont souvent très proches. Ce sont des petites communautés de gens qui sont très proches les uns des autres et qui cherchent à se retrouver. Et nous, c'est ce que nous avons fait en arrivant ici. Et ça a créé une petite différence dans un monde qui était assez isolé, où les gens se parlaient pas beaucoup. Le fait d'avoir des responsables d'entreprise qui cherchent le contact avec les autres, qui cherchent à échanger, qui cherchent à valoriser le travail des uns et des autres, c'était quelque chose de nouveau. Et effectivement, on est très fiers du fait d'être français, de fabriquer en France, et on le crie très fort parce qu'on considère que c'est un avantage, bien sûr. Eh ben voilà une nouvelle histoire qu'on rajoute au tableau de chasse de Français dans le monde. L'histoire de 3 expats et ex-expats qui défendent l'industrie française, l'environnement, les droits sociaux. Eh ben, ça vaut un petit coup de cocorico au passage. Merci pour ce témoignage, Frédéric. Merci beaucoup, Gauthier. Très bonne journée. Français dans le monde.